Chaque année, ils sont des milliers à observer des phénomènes étranges dans le ciel. Vision furtive d'un autre univers ou banale observation d'un phénomène naturel. C'est l'enquête et le souci de connaître la vérité qui déterminera l'étiquette à adopter. OVI pour objets volants identifiables ou véritables ovnis. L'auteur anglais Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, faisait dire à son célèbre héros « Une fois que vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, même improbable, doit être la vérité. » Les discussions sur la nature des ovnis restent étroitement polarisées entre les partisans et les adversaires d'une unique interprétation, l'hypothèse extraterrestre. Cette fixation a appauvri le débat et empêché que l'on examine des possibilités alternatives. En 1997, sur l'initiative du milliardaire américain Lawrence Rockefeller, des scientifiques réputés se sont réunis à Pocantico, au New Jersey, pour y discuter des ovnis. Depuis 1969, donc depuis la fin des grandes enquêtes de l'armée de l'air américaine sur le sujet, c'était la première fois qu'un panel de scientifiques se regroupait autour du dossier des ovnis. Ces discussions, supervisées par l'astrophysicien Peter Sturrock, ont ramené ces étranges manifestations sur le devant de la scène académique. Mark Roediger et John Schlusser étaient au nombre des scientifiques invités. L'objectif de la rencontre souhaitée par Peter Sturrock était double. D'abord réfuter certains préjugés contenus dans les rapports qui circulaient depuis la fin des années 60. Ces rapports affirmaient que le phénomène OVNI n'avait aucun intérêt scientifique. Sturrock était critique face à cette attitude et avait toujours souhaité réunir des scientifiques afin d'analyser ce phénomène de manière objective. Il souhaitait bien entendu que leurs conclusions soient différentes. Ça, c'était le premier objectif. Le second était de présenter à la communauté scientifique les plus récents cas enquêtés afin de recueillir leurs conseils sur le sujet des ovnis. Ce que la communauté scientifique avait toujours refusé de faire jusqu'alors. To UFO evidence that the scientific community normally doesn't ever view. La rencontre s'est tenue en 1997. Elle devait permettre d'examiner les traces physiques présentées par les ufologues à des chercheurs étrangers au domaine. Il y avait donc deux types de scientifiques, ceux qui présentaient les cas et ceux, étrangers à l'ufologie, qui les examinaient. Étaient invités les ufologues susceptibles de présenter des cas solides et appuyés par des traces physiques. Pas des histoires, pas des interprétations, mais des preuves. De vraies photos, de vraies vidéos, de vrais effets physiologiques, des vraies traces au sol, ce genre de cas-là. Dans le domaine de l'ufologie, il y a ce genre de cas, mais on n'en parle pas souvent, on n'en discute pas. Le Dr Sturrock croyait que ce serait un exercice valable que de présenter ces cas à un panel indépendant, afin de voir ce qui pourrait ou ce qui devrait être fait avec ces cas. C'était le but de cette rencontre. Il n'y a pas de grande surprise dans ce rapport. Je crois que les preuves étaient solides. J'en ai présenté quelques-unes. Mais il n'y avait aucun cas si clair, si évident que l'on aurait pu dire « Ah, c'est fantastique, ça prouve hors de tout doute que les ovnis sont d'origine humaine ou d'origine extraterrestre ou que les ovnis sont des phénomènes que la science ne peut pas expliquer. » Rien de cela, seulement des preuves solides de l'existence des ovnis. Les scientifiques réunis à Pocantico en sont arrivés à la conclusion que le problème des ovnis n'est pas simple. Il n'est certainement pas le résultat d'un phénomène général et unique. Le rapport ajoute que chaque observation inexpliquée
offre à la communauté scientifique la possibilité de faire des découvertes scientifiques tirées de l'étude de ces phénomènes. Mais sur le terrain, la principale difficulté dans l'étude des ovnis, c'est d'abord d'apprendre à isoler le bruit du signal. Au fil des ans, le dossier des ovnis est devenu un tel fourre-tout qu'il faut maintenant s'astreindre à un long travail de décantage si l'on souhaite tirer des preuves significatives dissimulées dans ces rapports. De 1991 à 1994, Nick Pope a été chargé par le gouvernement britannique d'évaluer l'ensemble des observations d'ovnis enregistrées par son ministère de la Défense. Ce fonctionnaire a ainsi été aux premières loges pour jauger de la qualité des témoignages reçus. I think it's quite clear that 90 ou 95% des observations d'OVNI sont soit une erreur d'interprétation, soit quelque chose de banal, mais qui est aperçu dans une condition inusitée, ou observé par un témoin peu familier avec un objet ou un phénomène particulier. Mais il existe des cas solides. Il y en a eu dès le début de notre enquête officielle. Et c'est aussi vrai pour les Américains dans leur projet Blue Book que pour nous, les Britanniques. Il y a des observations inexplicables, de bonnes observations. Je ne parle pas des cas sans données suffisantes. Je parle de ce genre de cas où il y a des policiers, des militaires, des pilotes qui ont observé des appareils réels faits de matière. Je parle de ces cas où ces objets ont été repérés sur les radars, où des chasseurs ont tenté de les intercepter et où il y a des preuves vidéo ou photographiques de ces poursuites. Je parle des cas analysés sérieusement, où l'image a été correctement optimisée. Quand je regarde ces cas, je suis enclin à être favorable à une hypothèse extraterrestre. Quand s'éliminent toutes les autres causes possibles, cette hypothèse devient une possibilité bien réelle. Est-ce que j'en ai la preuve? Non. Mais j'ai de bons indices. La démarche UFO, elle part d'un fait qui est incontestable. C'est l'existence de milliers, voire plus, de témoignages et d'enregistrements. Cette chose-là, elle existe. Les témoignages et les enregistrements, ils existent. Maintenant, il s'agit de les expliquer. Alors, à partir de là, on peut se dire, ils sont tous faux ou tous vrais avec une seule explication. Ça me paraît extrêmement simpliste. La réalité est forcément ailleurs. C'est que certes, la grande majorité est fausse. La preuve, c'est que lorsque nous travaillons, nous démontrons assez facilement que la grande majorité des cas sont explicables, la plupart du temps par des erreurs de bonne foi faites par les gens, de temps en temps par des erreurs voulues et des tricheries. En fait, le témoignage, il intervient, et ça je tiens à le souligner, il intervient lorsque quelqu'un de toute bonne foi n'arrive pas à comprendre un événement devant lequel il est confronté et il va se rendre dans une brigade de gendarmerie pour essayer simplement d'avoir une réponse à une question. Et quand on regarde également très précisément ce que représente le canular dans tous ces témoignages, ça ne représente pratiquement zéro. On a peut-être 1 pour 1000 de canulars par rapport à l'ensemble des témoignages qui ont été recueillis. Mais pour tous les autres, il n'y a aucune raison qu'elles aient une explication unique. Et la preuve, c'est qu'on découvre de temps en temps des choses nouvelles. On a découvert des phénomènes en haute atmosphère, comme le Sprite, il y a seulement quelques années, qui expliquent peut-être une partie des lueurs extrêmement étranges observées par des avions de temps en temps dans le ciel. Donc il y a forcément et certainement un certain nombre d'explications. Donc l'explication extraterrestre n'est qu'une projection que l'on a parce qu'il y a une tentation pour ça, il y a de bonnes raisons pour ça. C'est vrai que si on se penche sur le dossier, les dossiers aéronautiques et les prises de vue radar, si je puis dire, et les enregistrements radar qui semblent montrer des objets au comportement intelligent, etc., on est très tenté par ça, mais ce n'est un des aboutissements possibles et une des explications possibles. Hélas, dans la grande majorité des cas, les chercheurs n'ont pour sujet d'étude que des témoignages. Mais que valent réellement ces témoignages? Les rationalistes les discréditent sous prétexte que les témoignages à eux seuls sont sans valeur. Même si les témoignages doivent toujours être considérés avec une certaine prudence, ces récits n'en restent pas moins une source d'information tout à fait valable. Si les témoignages étaient réellement sans valeur, il faudrait fermer tous les tribunaux. Mais les critiques ajoutent que de toute façon, les témoins du phénomène OVNI, qu'il s'agisse de policiers ou même de pilotes, sont invariablement des gens peu familiers avec l'observation de phénomènes aériens.
Il y a un argument qu'on oppose tout le temps à l'histoire des ovnis, c'est effectivement, notamment les scientifiques, les rationalistes plutôt qui interviennent sur le sujet, parce que je pense qu'il y a une différence entre les scientifiques qui travaillent en tant que chercheurs scientifiques et les rationalistes qui sont engagés, qui militent contre ces histoires. C'est vrai que souvent l'argument c'est de dire les astronomes ne voient pas d'ovnis, s'il y avait toutes ces choses que racontent les témoins, les scientifiques et notamment les astronomes en verraient. Le problème c'est que les astronomes voient des ovnis comme tout le monde. Et ça, on le sait effectivement. Bon, Peter Sturrock, qui est astrophysicien à Stanford, a fait une enquête en 1977 et qui l'a montré. Mais les autres sondages, notamment l'étude qu'avait faite Poher, à l'époque les statistiques de Poher, montraient qu'il y avait 5% d'astronomes parmi les témoins. Donc ils voient aussi des choses. Par contre, ce qui est clair, c'est que dans le cadre de leur travail, un astronome, qu'est-ce qu'il fait? Il ne regarde pas le ciel. Encore une fois, comme tous les scientifiques, il ne regarde pas la nature, il regarde ses instruments. Et un télescope, ça a un champ très réduit. Pour voir passer un ovni là-dedans, c'est comme voir passer un satellite, un météore ou un oiseau, c'est très rare. Et en plus, ils n'auront pas le temps ils ne peuvent pas pointer dessus. La chose passe, point à la ligne. Quand leur arrive de voir passer une météorite, ils voient passer une point, c'est tout. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il arrive que des astronomes voient des choses dans le ciel, bizarres, mais c'est quand ils regardent le ciel, c'est-à-dire pas pendant leur travail d'astronome. Et là, il y a un vrai problème, c'est que, comment dire, on discute, on parle d'OVNI, on dit ça n'existe pas. Alors la question c'est pas est-ce que ça existe ou pas, mais on tient tout un tas d'arguments à partir d'une idée de la science qui est les scientifiques sont des observateurs de la nature et s'il se passait quelque chose, ils le verraient. Non, les scientifiques n'observent pas la nature. Les scientifiques produisent des faits dans des conditions de laboratoire qui sont des conditions artificielles très particulières qui ne correspondent pas à l'image qu'on a de la science en lisant les magazines de vulgarisation. La plupart des observations d'OVNI s'expliquent de façon tout à fait rationnelle. La perspective qu'un phénomène exotique puisse être réellement responsable d'une manifestation de type OVNI ne doit intervenir qu'après une analyse exhaustive des éléments rapportés. Or, dans cette évaluation, les pièges sont légion. Par exemple, et ce même s'ils ne peuvent représenter qu'un faible pourcentage des rapports, les ballons météorologiques sont d'excellents candidats, ces faux OVNI. Dans certains cas, même des observateurs aguerris, comme les pilotes civils ou militaires, se sont laissés berner par ces immenses sphères argentées. Don Ledger, un pilote civil canadien et co-auteur d'un livre sur les ovnis, Dark Object, s'est particulièrement intéressé aux observations rapportées par ses collègues. Il connaît bien les erreurs d'interprétation liées à l'observation d'un ballon-sonde, erreurs auxquelles s'ajoute bien sûr la sempiternelle planète Vénus, les avions, les aurores boréales, les météorites et les nuages lenticulaires. Habituellement, les grands ballons scientifiques sont vraiment très grands, parfois jusqu'à 300 pieds de diamètre, emplis d'hélium transportant de l'équipement scientifique. Les pilotes en font l'observation et nous recevons d'ailleurs des avertissements de Transport Canada à leur sujet à tous les 3 mois. Ces ballons partent généralement au nord où l'air est plus stable et où l'on n'enquêtera pas inutilement sur leur présence. Ces ballons montent à 80 ou 90 000 pieds. Lorsqu'on les lance, ils ressemblent à un long bâton de baseball argenté. Ensuite, ils peuvent ressembler à un cornet de crème glacée ou à un parachute. Mais en haute altitude, ils se déploient et prennent de l'expansion à cause de la faible pression atmosphérique. Ils prennent la forme de gigantesques disques ovales argentés parce qu'ils sont fabriqués de millars. Ils peuvent contenir 4 millions de pieds cubes d'hélium. Ils peuvent demeurer dans la haute atmosphère pendant des jours, réfléchissant la lumière du soleil. Et c'est naturel que les gens les confondent avec des ovnis et rapportent aux autorités les avoir observés. On les retrouve ainsi souvent dans les rapports d'OVNI. Il n'y en a pas tant que ça. Les ballons-sondes, c'est lâché dans le Grand Nord du Québec. Les vents sont prédominants d'ouest. Venez pas me faire croire à moins que ça part du nord sans venir au sud quand ça vente de l'ouest. On vient de régler la question. Les ballons-sondes, lâchez-moi ça, les sceptiques, il y a autre chose comme explication. Parce que là, il y en a partout des ballons-sondes. Tous les ovnis, c'est des ballons-sondes. Non, non. Il y a bien plus de chance à prendre un avion, un Boeing, qui est éclairé par sa carlingue, qui est normalement en aluminium ou de couleur blanche, et que le soleil est bas à l'horizon, et vu l'angle, qui donc éclaire donc le soleil, la carlingue, on voit plus les ailes et rien, on voit un beau petit trait blanc dans le ciel, et parce que l'objet est loin, on n'entend pas de son, on peut le prendre pour un ovni. Ça, ou la planète Vénus, parce que nos axes routiers, l'autoroute 10, l'autoroute 20,
L'autoroute 40, c'est des chiffres pairs. Vous le savez qu'au Québec, les chiffres pairs sont est-ouest. Les chiffres impairs de route et d'autoroute sont nord-sud. Et comme on roule plus sur les 10, 20, 40, parce que malheureusement, on voyage plus entre Québec et Montréal, on a plus de chance de prendre Vénus qui se couche le plus souvent à l'ouest. Hein, ça se couche au nord, rappelez-moi, c'est plus Vénus. Alors évidemment, c'est la planète qui est la plus souvent confondue avec des ovnis. Alors avion, planète, oui. Ballon sonde, on essaie de mettre un frein là-dessus. Au printemps 2002, un homme d'affaires montréalais a filmé une curieuse manifestation dans le ciel de la métropole. Il était alors très tôt et le phénomène se détachait clairement sur le ciel matinal. L'analyse devait toutefois démontrer que l'objet n'était rien d'autre qu'un avion courrier en approche de l'aéroport local. Parfois, la source de la confusion est beaucoup plus simple. L'agent Nelson Jean de la Sûreté du Québec se rappelle une observation d'OVNI enregistrée par ses services. C'était à l'époque où on avait le double chapeau du district de Montérégie et celui de Montréal-Laval, Laurentides-Lanaudière. Je me souviens, c'était dans la région, je m'abuse, au coin de Sainte-Julie. Je fais grâce, il me semble que c'est dans le coin de Sainte-Julie. Les gens avaient observé des lumières de couleur dans le ciel. Nos policiers qui étaient allés sur les lieux avaient observé également le même phénomène, puis ça leur avait amené à une discothèque. Quelqu'un dans une discothèque, bon, par accident ou délibérément, j'en sais trop rien, là, avait projeté des rayons laser dans le ciel, ce qui donnait l'impression à des gens qui avaient un phénomène spatial ou encore d'objets volants non identifiés ou un quelconque signal extraterrestre. Là. Outre les projecteurs, les avions et les ballons-sondes, les phénomènes de rentrées atmosphériques, c'est-à-dire la rentrée de débris orbitaux, de plus en plus nombreux, doivent également être considérés. Il y a quelques années, lors d'un incident semblable au-dessus de la France, les diverses gendarmeries d'un bout à l'autre du pays ont été inondées d'appels de citoyens soucieux de rapporter le passage d'un ovni. Jean-Jacques Velasco dirigeait déjà à l'époque les services du CEPRA, acronyme pour Service d'expertise des phénomènes de rentrées atmosphériques, un organisme tentaculaire du Centre national d'études spatiales de Toulouse, en France. Aujourd'hui, une grande majorité de ces manifestations est en liaison avec des rentrées de plus en plus fréquentes d'ailleurs d'objets satellisés. Et c'est ainsi que le 5 novembre 1990, on a eu une spectaculaire rentrée d'un troisième étage d'une fusée russe qui a traversé tout le ciel de l'Europe et de la France en particulier. Dans ce travail de décantage auquel se livrent les ufologues, les films et les photographies peuvent se révéler des outils précieux dans leur quête d'identification. Mais là encore, un document visuel ne peut à lui seul constituer une preuve de la nature exotique des ovnis. L'affirmation est d'autant plus judicieuse si l'on tient compte des nouvelles technologies informatiques qui permettent aujourd'hui aux amateurs de réaliser des trucages dignes des plus habiles infographes d'Hollywood. Dans le domaine de la photographie, que je connais un petit peu pour avoir travaillé comme expert du CNES sur ce sujet, je dirais que ma conclusion aujourd'hui, c'est que c'est peut-être l'un des aspects les plus décevants du dossier OVNI. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est certainement l'élément qui est le plus porteur d'une grande émotion, d'une grande attente de la part du public. On entend souvent parler de s'il y avait une bonne photo, enfin, on pourrait vérifier, etc. Or, rien n'est moins une preuve qu'une photo prise toute seule. Alors, c'était déjà vrai il y a une 10-15 d'années, à une époque où j'ai eu le plaisir de me faire financer une étude sur justement tout ce qui pouvait être fait sur l'analyse des photos par le GEPAN. C'était déjà vrai à cette époque parce qu'il y avait, malgré tout, on s'en est aperçu, des moyens extrêmement forts de truquer. Aujourd'hui, à l'ère du PC où tout le monde peut travailler avec des logiciels du commerce à faire ce que l'on veut, une photo peut être absolument truquée de toutes les façons. Donc on peut absolument, je prends le pari depuis 10 ans, de faire une photo qui résisterait à toutes les analyses quand on veut sur ce sujet. Alors il faut bien voir une chose, il y a deux catégories de photographies dites d'OVNI. Il y a celles dans lesquelles les gens ont eu une grande panique et ont vu quelque chose qu'ils n'ont pas expliqué, et dont l'information portée est extrêmement pauvre. Vous allez voir typiquement une petite lumière blanche sur un fond noir, ou bien de jour un petit point noir, comme il y a eu dans le cas de Vorep en France il y a quelques années sur fond de ciel clair. Et l'information disponible, même avec des moyens très puissants d'extraction, va rester extrêmement pauvre. Alors on restera sur l'impression qu'il y a un phénomène qui est probablement vrai, qui a été vu, mais dont on ne peut pas dire grand-chose. Et puis il y a celles pour lesquelles il y a plus d'informations.
Alors, à l'autre extrémité, vous avez évidemment les trucages. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas si fréquent qu'on le croit, mais qui, dans certains pays, peut rapporter quand même. On peut faire un petit peu du commerce. J'ai vu ça en me baladant un petit peu dans les latitudes basses, que l'on pouvait faire des bouquins et que sous le manteau, on avait des photos. Bon, elles sont généralement assez faciles à démontrer. Et puis, il y a l'immense majorité des cas qui sont des erreurs tout à fait de bonne foi. C'est-à-dire que ça va depuis des phénomènes que les gens ne connaissent pas et qu'ils photographient tout d'un coup, qui vont voir dans le ciel une aurore boréale ou quelque chose d'un peu étonnant, jusqu'à des erreurs ou des choses qui se passent dans l'appareil photo, des phénomènes optiques ou sur la pellicule au moment du montage. J'ai vu une photo qui m'a complètement stupéfait pendant extrêmement longtemps et dont l'explication était dans l'analyse au microscope de la pellicule. Alors, pour ce qui est donc des erreurs d'interprétation au niveau photographique, pour ce qui est même des films qui sont réalisés, parce qu'on sait que les gens ont beaucoup de caméscopes maintenant, des petits modèles et tout le truc, et c'est beaucoup utilisé, c'est très utile même pour nous, les ufologues, par la suite, parce qu'on a de plus en plus de bonne documentation visuelle à analyser. Il y a beaucoup de gens qui vont commettre l'erreur d'interpréter des reflets comme étant des ovnis. Et ça, le reflet, il y a des trucs qui sont très simples. Si je vais vous le donner en 2 coups de cuillère à peau, comme diraient les Européens. Il suffit de tracer une croix simplement dans votre image. J'avais une photo devant vous, là. Prenez une règle, un coin à l'autre, faites une ligne pâle avec un crayon de plomb. De l'autre coin à l'autre coin, faites une ligne. Vous allez donc trouver un centre. La source la plus lumineuse dans votre image, si c'est un reflet, elle va passer par le centre à égale distance à l'opposé. Le reflet sera là. Il ne peut pas être ailleurs. L'angle d'incidence égale l'angle de réflexion, c'est un principe optique très simple en physique, tout le monde sait ça. Alors ça, là, très souvent, les gens vont faire des photos à travers une vitre. Ils vont avoir une lentille de protection sur le 35 mm pour ne pas abîmer la lentille primaire. Cette fameuse lentille-là peut créer toutes sortes de reflets, de lampadaires de rue, une auto qui s'amène à distance, qu'on ne voit pas dans un petit champ réduit de visée en faisant une photo. L'auto s'en vient en parallèle de côté, elle éclaire le coin de la lentille, petit reflet, forme lenticulaire, j'ai photographié un ovni. Alors ça, c'est fréquent. Je vous dis pas que c'est toujours ça, mais avant de crier à la soucoupe volante qui arrive de Pluton, il faut d'abord s'assurer que tous les reflets potentiels possibles dans l'image sont éliminés avant de pouvoir parler d'un objet physique réel dans le ciel, et là, d'entrer dans ce que j'appelle le processus d'enquête, les calculs, les distances et tout le truc, pour connaître les dimensions de l'objet, éventuellement sa masse, sa couleur, bon, etc. Il arrive également que l'OVNI photographié ou filmé ne soit rien d'autre qu'un objet optique non identifié. Au début des années 1990, des images montrant des disques en coche, des objets circulaires marqués sur leur pourtour d'entaille, rappelant vaguement le symbole du héros de bande dessinée Batman, se sont multipliées. Selon les rapports, les disques en coche avaient fait leur apparition au-dessus de la Belgique avant de gagner l'Espagne puis les États-Unis. Hélas, pour les amateurs de mystère, l'origine de ces ovnis n'a rien de bien fantastique. L'image n'est en fait que le résultat d'une défocalisation d'une source lumineuse intense, la Lune ou encore un lampadaire, sur la bague interne du mécanisme de mise au foyer des nouveaux caméscopes d'alors. Puisqu'il est question d'image, la Terre est aujourd'hui sous la surveillance constante des satellites. Chaque jour, ces espions célestes prennent des dizaines de photographies de la Terre. Comment expliquer alors l'absence de photos satellites montrant des ovnis? Un deuxième type d'erreur que font souvent les ufologues de bonne foi par rapport à l'image de satellites, ils disent, bon, mais enfin, s'il y a des satellites, s'il y a des ovnis qui tournent autour de la Terre, on devrait les voir de temps en temps sur une image de satellite. Alors, on ne se rend pas très bien compte quand on dit ça, qu'un satellite de télédétection qui tourne à une altitude genre 900 ou 1000 km et qui fait le tour de la Terre en 90 minutes, si on regarde le champ des photos qu'il peut prendre, c'est vraiment des tout petits points sur une énorme sphère. Et ceci à des instants extrêmement précis. Donc même si on avait une armée de 100 gros ovnis gigantesques posés sur la Terre pendant quelques heures, la probabilité pour qu'un satellite d'observation parmi les dizaines qui existent le prenne est extrêmement faible. Dans une démarche pour identifier l'inconnu, il arrive que certains ovnis échappent à toute explication rationnelle, du moins a priori. Par contre, cette incapacité à étiqueter correctement l'objet observé ne nous oblige pas pour autant à conclure ipso facto à une invasion extraterrestre. Est-il nécessaire de rappeler qu'un ovni n'est pas forcément synonyme d'engin interplanétaire? Jean-Pierre Farabaud a été ingénieur de recherche dans un laboratoire de physique de l'École polytechnique de France. Il y a quelques années, il a publié « AVNI, les armes volantes non identifiées ». Alors, une des possibilités d'explication des ovnis,
Ce sont les appareils militaires secrets. Il y a même eu un rapport d'un historien de la CIA qui disait qu'une bonne partie des ovnis non encore expliqués pouvait s'expliquer par les vols d'un avion qui s'appelle le U-2. Alors, certains plans de vol coïncident bien en effet avec des observations d'ovnis, mais ça ne représente à mon avis qu'une proportion relativement faible. D'autre part, le U-2 a fait son premier vol en 1955, alors que les observations d'ovnis ont commencé sérieusement, si on peut dire, en 1947. Donc le U-2 certainement en explique une partie, notamment par le fait qu'il vole à très haute altitude et il y a ce qu'on appelle un phénomène de halation ou de halo qui fait que bien qu'il ait une forme de planeur, vu de très haut comme ça, il peut apparaître grossièrement circulaire. C'est un effet dû au soleil. Mais donc il est apparu trop tard pour expliquer les observations des 8 premières années et d'autre part, seuls certains trajets de U-2 correspondent bien à des observations d'OVNI. Par la suite, il y a eu d'autres avions qui, en effet, auraient pu être pris pour des ovnis par le fait qu'eux aussi volent très haut et très vite. C'est ce qu'on appelle les Blackbirds. C'est un nom américain qui veut dire merle noir. Il y en a eu 2 successifs qui se ressemblaient beaucoup, le A-12 de la CIA et le SR-71 de l'Air Force. Mais là encore, le premier vol du A-12, c'était en 1962, donc ça ne peut pas expliquer ce qui s'est passé avant. Mais certainement, ça peut expliquer d'autres observations ultérieures, bien entendu. À l'époque où les ingénieurs du géant de l'aéronautique Lockheed travaillaient à la confection de l'avion espion U-2, des responsables des développements techniques de l'US Air Force imaginaient déjà un projet encore plus ambitieux, le projet Silverbug pour insectes argentés. L'idée était de construire un engin circulaire à décollage vertical capable de voler à 20 000 mètres d'altitude et d'atteindre des vitesses de l'ordre de Mach 3, 3 fois la vitesse du son. Pour son développement, le projet Silverbug a été confié aux ingénieurs de la compagnie canadienne Avro, conceptrice de l'éphémère avion Arrow CF-105. L'Avrocar a été développé par la compagnie qui a conçu le Arrow, ce chasseur qui avait été commandé puis annulé par le gouvernement canadien. Déjà à l'époque du Arrow, la compagnie travaillait sur un prototype circulaire capable de s'envoler verticalement. Il y avait eu d'autres tentatives de ce genre, mais c'était la seule qui était commandée par le gouvernement canadien. En plein milieu de son développement, ce projet-là aussi a été abandonné. Incapable de dépasser 1,50 m d'altitude, l'Avrocar n'a jamais atteint les objectifs fixés. Des problèmes de stabilité rendaient même son pilotage hasardeux. En 1961, le projet Silverbug a été abandonné et l'un des 2 modèles jamais construits trône misérablement à l'entrée du centre des transports de l'armée américaine en Virginie. Certaines histoires d'OVNI ont-elles pu être inspirées par des vols d'essai de l'Avrocar ou d'autres prototypes secrets aux lignes aérodynamiques insolites, comme l'aile volante YB-49 ou le V-173, surnommé la crêpe volante, ou plus récemment par les vols du chasseur furtif F-117A ou du bombardier B-2, aux formes particulièrement inhabituelles. Plusieurs observations récentes d'OVNI seraient dues, selon les rumeurs, à un prototype secret mis en chantier dans la mythique Zone 51, un appareil triangulaire au nom de code Aurora. Les rumeurs sur l'existence d'Aurora ont été propagées par une revue très sérieuse, en principe, qui est donc Aviation Week and Space Technology, dont j'ai déjà parlé. Il y a eu un article en 1990 où ils ont fait état de plus de 40 observations ou recoupements téléphoniques par contact avec leurs sources militaires, etc., qui auraient prouvé
l'existence de cet avion capable de voler à une vitesse assez fantastique. On parle de Mach 5 à Mach 8, à une altitude extraordinaire, encore bien plus haut que les Blackbird. On en a beaucoup parlé. À partir de l'année 91 et pendant peut-être 1 ou 2 ans, on a aussi détecté ce qu'on appelait des tremblements de ciel. C'est-à-dire que ça ressemblait à un tremblement de terre, mais ça venait d'en haut. Ça arrivait du Pacifique, sur la Californie, et ça se dirigeait vers, justement, la zone 51. Et ça avait lieu assez systématiquement le jeudi matin, ce qui était un peu curieux pour un phénomène naturel ou pour des extraterrestres. On ne voit pas pourquoi le jeudi matin aurait une telle importance pour eux. Donc ça semblait assez bien établi. Et depuis, il n'y a plus de nouvelles. Ça a été formellement démenti par le ministère de la Défense américain. On a l'impression qu'il subsiste quelques observations d'engins artificiels que normalement on devrait pouvoir expliquer, ce serait la seule possibilité, par des engins militaires secrets, mais même cette explication ne marche pas. Il existe d'autres phénomènes qui pourraient peut-être expliquer plusieurs rapports d'OVNI. Ceux-ci sont toutefois beaucoup plus difficiles à cerner. Il s'agit d'un ensemble de phénomènes naturels qui, même s'ils sont rapportés de façon sporadique dans la littérature scientifique, demeurent très mystérieux, encore inexpliqués. C'est le cas, par exemple, des lumières sismiques ou earthquake lights, textuellement lumière des tremblements de terre. À titre autonome, France Saint-Laurent s'intéresse à ces curieux phénomènes. Quelques-uns des rapports d'OVNI, vraiment quelques-uns, un faible pourcentage, pourraient relever des earthquake lights. Mais attention, pas seulement des earthquake lights dans le sens... Pour moi, un earthquake light, il faut vraiment que ça soit corrélé à un tremblement de terre qui est rapproché dans le temps et dans l'espace. Mais aussi, il faut faire la relation aussi avec des lueurs que moi j'appelle tectoniques. C'est-à-dire, avant le tremblement de terre, ça peut prendre plusieurs années, plusieurs mois, il y a quand même des forces énormes qui sont en branle dans la croûte terrestre, dans des endroits particuliers. Et lors de ce stress qui augmente et qui augmente, il peut se produire ce que moi j'appelle des lueurs tectoniques, finalement, ou d'autres appellent des earth lights. Nous nous sommes intéressés aux phénomènes lumineux observés dans les rapports d'OVNI, d'abord de manière empirique. Nous examinions s'il y avait des liens entre ces phénomènes inhabituels, ces boules de lumière, et d'autres événements. Nous avons découvert que les tremblements de terre se produisaient souvent dans les mêmes régions où l'on entrevoit ces boules de lumière. Scientifiquement, nous avons examiné ces coïncidences et avons réalisé qu'au cours des siècles, des phénomènes lumineux précédaient les tremblements de terre. Je vous explique le phénomène des ovnis, ces boules de lumière, ces lumières de couleurs inhabituelles qui inondent nos perceptions visuelles. Elles oscillent, tournent sur elles-mêmes. Souvent, ce sont les différences de température qui influencent leur couleur. Ce sont des phénomènes naturels, produits par la Terre elle-même. Ce sont des tensions dans la croûte terrestre qui précèdent les tremblements de terre qui provoquent ces boules de lumière. Nous savons que c'est exact, parce que dans chaque région étudiée, il y a une augmentation de ces phénomènes lumineux avant le début d'un tremblement de terre. La majorité des phénomènes lumineux sont liés à un tremblement de terre imminent. La raison pour laquelle nous le savons, c'est que dans les régions où il y a des masses d'eau souterraines, des réservoirs naturels, ou dans les régions où on pompe de l'eau dans le sous-sol, comme par exemple pour diluer des liquides contaminés, il y a augmentation non seulement des activités sismiques, mais aussi des observations de phénomènes lumineux. Un très petit pourcentage de phénomènes lumineux est associé à des gens affirmant avoir vécu un contact avec des extraterrestres ou toute autre entité inconnue. On savait que pour observer ce qu'on observait, il fallait que le champ électrique, le champ terrestre, électrique soit
devenu très, très fort pour provoquer les luminosités dans l'atmosphère. On savait ça. Maintenant, depuis 1960-70, les scientifiques ont essayé de trouver le mécanisme pouvant expliquer ces décharges lumineuses dans l'atmosphère. Ils ont émis des hypothèses. Certains ont fait des recherches en laboratoire. Mais souvent, ce qui arrivait, c'est que leur théorie pouvait expliquer une partie de ce qui était observé. Il y avait des lacunes. Mais c'est pas grave, c'est tout à fait normal. C'était le début de la recherche dans ce domaine-là. Une chose que nous savons, c'est que les tensions des plaques tectoniques sont distribuées le long des failles géologiques, souvent près des lits des rivières, sur le sommet des collines. Et un ensemble de phénomènes étranges sont observés. Les boules de lumière sont des phénomènes parmi d'autres. Il y a aussi les ultrasons que perçoivent les rats, les chiens. Parfois, ce sont des odeurs étranges. Parfois, c'est un refroidissement soudain ou au contraire une augmentation subite de la température créant des incendies spontanés. Si par malchance vous traversez de tels champs d'activité magnétique, cela va stimuler votre cerveau très directement. Et souvent, vous allez vivre l'expérience d'être pourchassé. Dans notre recherche, nous avons découvert qu'en présence de tels phénomènes que l'on associe aux ovnis, il y a une augmentation des autres phénomènes de perception paranormale. L'impression d'être pourchassé, des esprits frappeurs, des phénomènes étranges comme les ampoules électriques qui brûlent, des alternateurs de voitures qui cessent de fonctionner, des autos qui ne démarrent plus, un changement de comportement chez les gens, une tendance suicidaire accrue. Toutes ces choses sont fréquentes à l'approche de tremblements de terre. Même si les recherches sur les lumières sismiques en sont encore à leur balbutiement, certains scientifiques commencent à y entrevoir des explications. C'est notamment le cas de Friedemann Freund, professeur de physique à l'Université de San José, en Californie. Moi, tout dernièrement, je suis tombée tout à fait par hasard sur un scientifique qui travaille à l'Université San José de Californie et qui travaille aussi pour le NASA Ames Research Center. Et il a émis un modèle, une hypothèse, et puis il a fait un modèle aussi de ça, de comment ça pouvait se produire. Alors, je trouve ça intéressante, sa théorie, je la trouve intéressante, parce qu'elle expliquerait aussi pourquoi, parfois, il n'y a pas de quick light, parce qu'il n'y en a pas toujours. L'intérêt de sa théorie est basé sur sa découverte qu'il a faite il y a déjà plusieurs années, que dans la croûte terrestre, dans les roches ignées, finalement, qui composent la majorité de la croûte terrestre, il y avait des porteurs de charge. Là, ici, je ne rentrerai pas dans la chimie de tout ça, c'est assez compliqué. Mais des porteurs de charge que lui, il appelle des positive hole pair. Alors, disons que pour traduire rapidement en français, on pourrait dire des porteurs de charge positifs. Alors, il a découvert ça. Quand il n'y a pas de stress tectonique important, ces porteurs de charge sont dormants dans la roche. Par contre, quand le stress tectonique augmente jusqu'à provoquer le tremblement de terre, ces charges-là deviennent très mobiles. Et Freund, dans son laboratoire, a calculé qu'elles pouvaient se déplacer à une vitesse de 100 à 300 mètres par seconde. Alors, c'est très rapide. Alors, elles se mobilisent et elles se répandent dans la croûte terrestre. Alors, ces charges-là, en se déplaçant, des charges qui se déplacent par définition, c'est un courant. Alors, c'est un courant qu'on appelle en électronique un courant de trou, parce que c'est un manque d'électrons, donc c'est des charges positives. En électronique, on appelle ça des courants de trou. Donc, ces charges-là se déplacent. Lorsqu'elles arrivent à la surface de la Terre, elles provoquent l'émission d'ondes électromagnétiques, de toutes les formes d'ondes. Ensuite, elles provoquent un fort champ électrique à la surface de la Terre. Et Freund a calculé que dans un environnement propice, par exemple comme le sommet des montagnes, ça pouvait aller jusqu'à 1 million de volts par centimètre, ce qui est énorme comme champ électrique. Et suite à cet énorme champ électrique-là, l'air, qui est normalement un isolant,
Il ne peut plus continuer à isoler. Alors, il y a claquage, on appelle ça claquage. Donc, l'air devient conductrice et ça produit dans l'atmosphère des phénomènes lumineux. L'une des conclusions à laquelle sont arrivés les scientifiques réunis à Pocantico en 1997 est que les observations d'OVNI ne sont certainement pas l'expression d'un phénomène unique. Des recherches, comme celles menées par le Dr Michael Persinger de l'Université Laurentienne de Sudbury, montrent bien que l'évaluation de ces manifestations dépasse largement la simple notion du « j'y crois » ou « je n'y crois pas ». L'une des leçons de la science, c'est que sous le vocable phénomène lumineux, on inclut beaucoup trop de phénomènes distincts. À la fin du 19e siècle, le terme « avoir des vapeurs » s'appliquait tout autant pour décrire la pneumonie, l'emphysème, la tuberculose, le rhume, aussi bien que la grippe, et même le cancer. Ils utilisaient un terme unique décrivant une difficulté respiratoire. Si on avait découvert la pénicilline à l'époque et qu'on avait traité tous ceux qui avaient des vapeurs, seulement ceux ayant une pneumonie auraient été guéris, et ainsi la pénicilline n'aurait pas été retenue comme médicament efficace pour les vapeurs. C'est le problème des étiquettes. On inclut trop de choses. C'est la même chose avec le terme OVNI. Il inclut un ensemble de phénomènes étranges, dont plusieurs, clairement, sont des phénomènes naturels. Mais il en demeure qui exigent une ouverture d'esprit. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas les mesurer. En science, tout est possible. Même le phénomène OVNI. Appelons-les plutôt phénomènes lumineux étranges. OVNI est devenu une étiquette qui provoque les préjugés. Des phénomènes lumineux étranges. Selon nos données, plus de 80% sont clairement liés aux tensions dans les plaques tectoniques. Pour les 20% restants non encore expliqués, nous devons conserver un esprit ouvert et accepter toutes les possibilités d'explication, incluant une intelligence extraterrestre. De façon générale, la communauté scientifique se désintéresse de la question des ovnis. Plusieurs raisons expliquent ce manque de motivation. Bien sûr, il y a ces sempiternels problèmes monétaires. Quelle institution, en effet, accepterait d'hypothéquer sa réputation en finançant une recherche sur les ovnis? Or, pas d'argent, pas de recherche. Mais il y a aussi un problème beaucoup plus pernicieux, les préjugés. Pour la plupart des hommes de science, l'équation est simple. Si les ovnis sont réels, ils doivent être des appareils extraterrestres. Or, les voyages interstellaires sont impossibles, donc il ne faut pas croire les rapports sur les ovnis. Dans toute recherche, l'observation doit primer sur la théorie. Comme l'a dit avec concision l'éminent physicien Robert Lighton, l'un des pères de la physique moderne, si ça arrive, c'est que ça peut arriver. Les ovnis existent, c'est indéniable. Mais de ces cas étranges qui résistent aux explications, combien d'entre eux sont réellement à mettre au compte de prototypes militaires secrets ou imputables à des phénomènes naturels méconnus? Et pour les autres, pourrait-il s'agir vraiment de visiteurs extraterrestres? Pour l'heure, il est impossible de tirer des conclusions définitives. Mais c'est une vérité de la palisse que pour solutionner un problème, il faut d'abord s'y intéresser. On peut constater que la science a fait la sourde oreille au rapport de Pocantico. C'est pas très étonnant, elle l'a toujours fait à ce genre de sujet. Vous savez, j'ai fait récemment un audit du service du CNES, du service spécialisé, et ça m'a permis de rencontrer des sommités scientifiques, des sommités du monde de la technique, etc. J'ai entendu dans la bouche de personnes qu'évidemment je ne nommerai pas des raisonnements qui m'ont fait froid dans le dos, du genre, de toute façon, en science, n'existent que les choses que l'on peut faire dans un laboratoire. Alors, si les tenants de la science dans les grands pays pensent ce genre de choses, on n'est pas prêt d'avancer dans la science de l'observation. Le problème des ovnis, c'est qu'on ne peut pas en voir à volonté et tout. On peut dire la même chose des faits scientifiques. Qui a vu un fait scientifique? Je demande qu'on m'amène quelqu'un qui a vu un fait scientifique. Ça n'existe pas, quelqu'un qui a vu un fait scientifique. Les faits scientifiques, c'est des courbes, des diagrammes, des choses qu'on lit dans des revues, mais c'est jamais, on ne pointe jamais un fait, voilà un fait scientifique. Si on regarde un nuage ou autre chose, c'est un fait scientifique après toute une série de transformations. Ça n'est pas spontanément. Une pomme qui tombe d'un arbre, ça sert d'abord à faire de la confiture avant de faire la gravitation universelle.
Il faut Newton pour la gravitation universelle. Et en plus, l'histoire de la pomme, quand on l'a vérifiée, elle n'a jamais eu lieu. Bon, donc il y a un vrai problème. Un fait scientifique, il faut le remettre dans son contexte pour que ça devienne un fait scientifique. Avant ça, ça peut être tout autre chose. Donc la question, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire de ces histoires d'OVNI pour que ça intéresse les scientifiques. Et là, on se rend compte qu'il faut poser le problème différemment, mais le fait qu'il soit posé en termes d'OVNI ne suffit pas à l'exclure et à dire ça n'existe pas. C'est pas raisonnable.